Ingrid, est-ce que tu baises? Ah, Ingrid, au cinéma, est-ce que tu préfères des romans d'aventure ou des comédies? Et après, surtout, est-ce que tu baises? Bienvenue dans cet épisode 5 déjà, et bienvenue dans les Andes, tout de suite, la Minute Géo comme d'habitude. Allez, bienvenue dans cette Minute Géo. Donc on était sur la côte Caraïbe, on était exactement à Diboula, le petit village que vous voyez ici. On a décidé donc de rejoindre puisqu'on va tout en bas dans les montagnes qui sont ici. On est allé, non plus bas, je vous dis une bêtise, on va plus bas. Donc je voulais couper en fait par la partie qui est à droite qui contourne la Sierra Nevada. Donc l'idée c'était de partir à droite de Diboula et puis on passait par un petit village qui s'appelle Thomason, qui doit être par là. Voilà, bon il est dans le coin, il est là. Ce petit village-là, où les militaires m'ont arrêté pour me dire vous faites demi-tour, vous ne passez pas ici, puisque vous allez longer, en fait, ici, alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais ici, en fait, il y a les montagnes que vous voyez ici, sont les montagnes qui séparent, en fait, entre la Colombie et le Venezuela, donc toute cette zone-là, en fait, est assez dangereuse. Donc l'idée c'était de passer par Vallée du Par, mais du coup on a dû faire demi-tour. Donc on est reparti en arrière, on est reparti jusqu'à Santa Marta, jusqu'à Ciénega, et puis on a pris l'autre route qui descend jusqu'à Bogota. Donc on est passé par Fundación, on a fait un petit stop à Aracatacata, exactement pour dormir, parce que du coup on avait tapé déjà une journée de route et on avait perdu énormément de temps. Ensuite on a filé tout droit. Et là j'ai mis le turbo pour descendre directement dans la grosse ville de Bucaramanga, qui fait partie des plus grosses villes de Colombie. Hein. Donc c'est vraiment une énorme ville. Je vous montrerai, on en discutera après. Pour ensuite du coup reprendre une route qui part dans la montagne. Donc là on est passé via à Sant Andrés. Donc là vous voyez c'est toute cette petite route là qui passe dans la montagne, où on est passé en fait de 1000 mètres à 3000 mètres d'altitude, puis on est redescendu à 2200 mètres. Là on a fait un petit stop à Malaga parce que j'étais absolument cuit puisque le trajet était compliqué, vous allez le voir. C'était pas prévu mais tant pis. On est redescendu ensuite à Capitaneiro pour ensuite partir à droite où on a traversé le petit village de Guacamayas et vous allez voir que c'est magnifique pour arriver à Guaycan. Guaycan qui se situe donc ici, qui est à côté de la ville d'El Cocuy. Pourquoi? Puisqu'on est dans finalement la Sierra Nevada d'El Cocuy et l'idée c'est de rejoindre, comme vous pouvez le voir ici, le Pan de Azúcar, de monter à 5000 mètres, d'aller juste en dessous du glacier. On ne devrait pas le grimper normalement, mais on serait juste en dessous du glacier. Donc voilà pour cette partie-là et cette minute géo. Quelle pollution? On est obligé de faire la route en sens inverse du coup, parce que j'ai croisé pas mal de postes de militaires. Au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, s'il y a beaucoup de postes militaires, c'est qu'il doit y avoir un truc dans le coin. Donc je me suis arrêté au poste militaire là pour demander au gars si la route que je prenais était dangereuse, sachant que c'était la plus directe et la plus droite. Il m'a dit non, tu passes pas là mon gars, hein. Tu fais demi-tour et tu passes par l'autre côté. Alors le problème c'est que je me retrouve un peu embêté, c'est que là je suis coincé. À ma droite, si vous voulez, à 50 km, j'ai le Venezuela. Donc impossible de passer au Venezuela parce que, bon déjà, outre les démarches administratives très compliquées, c'est un pays qui aujourd'hui est dans une misère incroyable. Donc
beaucoup d'insécurité et si je passe avec ma voiture, ils vont littéralement tout me voler. Donc c'est pas la peine, je vais me faire braquer. Donc on va repartir dans le sens inverse, on va repartir en fait d'où on venait presque depuis le départ des Caraïbes, puisqu'on va aller à Santa Marta, vers Minca en fait. Et puis on va prendre une route qui traverse à l'intérieur de la Sierra Nevada, et puis on va voir ce que ça donne, parce que de toute manière, eh ben, on n'a pas bien le choix. Arrêté par la police, ça y est, c'est fait. En traversant les Andes, c'est simple, il y avait peut-être 20 voitures et j'étais le premier. La file, et bien évidemment, c'est moi qui les ai arrêtés. Bon, ça s'est bien passé, ils ont pas été trop cons. Évidemment, j'ai pas donné mes papiers officiels. J'ai donné que les photocopies, du coup, voilà. Ils m'ont demandé ce que je faisais là, jamais. Pourquoi je faisais ça. Si j'avais des choses à déclarer, voilà, et comme je leur sortais des papiers, la douane, la carte grise, l'assurance, tout, ils ont vu que j'avais rien à cacher, que j'étais en règle, mais voilà, c'est une première et c'est fait. Avec le bébé dans les bras, à 3 sur une moto, pas de problème, sans casse, sans rien. chaude en Colombie depuis que je suis arrivé, mais vous allez voir, c'est pas très conventionnel. Il n'y a pas de ballon d'eau chaude, il n'y a pas de chaudière. Je vous laisse regarder. Ici, on s'emmerde pas.
on met une résistance au bout du tuyau, ça crée de l'eau chaude, on le branche juste au-dessus de la douche et on met un petit sucre ici. Impeccable. Claude François, si tu nous regardes, on te fait des bisous. Qu'avec le trou qu'il y avait, ça passait au millimètre. Il fallait absolument pas que je mette un pneu dans le trou, sinon plus de 4x4, plus de road trip. Bon, on a décidé de monter sans eau pour avoir le moins de poids possible pour pas se faire trop chier. Je pensais que la route serait plus mauvaise que ça. Au final, ça a été. Je ne peux pas dire que ce soit la meilleure route du monde, mais ça a été. Et du coup, là où je voulais dormir, c'est fermé. Donc il va bien falloir trouver de l'eau. Et là, on est à 4000 mètres d'altitude, donc c'est compliqué de trouver tout ce qu'on veut. Si vous voyez le paysage, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Mais heureusement, petite cascade. Donc on va remplir le 4x4 à cet endroit-là. Et puis on va essayer de se trouver un camping, un bout d'endroit pour dormir. J'ai vu. On a le droit à un magnifique coucher de soleil sur toute la chaîne des Andes, comme vous pouvez le constater. Donc c'est plutôt cool. On est presque à 3900 mètres d'altitude là. On est redescendu un tout petit peu parce que j'avais trouvé ce spot plutôt sympa, plutôt dégagé. S'il y a des voitures qui passent, ils ont la place de passer. On a mis le véhicule sur cale pour qu'il soit bien orienté pour pas que j'ai la tête de travers demain matin. Et puis on est parti avec la hache essayer de trouver les arbres parce qu'à 4000 mètres d'altitude c'est compliqué de trouver un arbre. Donc j'ai pu trouver le pauvre arbre qui était le seul arbre qu'il y avait. Quick, sa mère. Voilà. Donc récupérer un arbre pour faire du feu parce qu'il fait quand même assez froid. Hein. Là je crois qu'il doit faire 8 degrés. Donc on est passé de 30 degrés à 8 degrés, ça pique un peu quand même là, le grand pont. Donc voilà, petit feu au barbecue, il y a une petite viande de bœuf là qui m'attend dans le frigo, là, ça va être parfait pour ce soir. Petite nuit, en espérant que la nuit se passe bien parce que avec l'altitude on dort très très mal. J'ai déjà très mal dormi la nuit dernière, j'espère que cette nuit ça va aller. Donc j'ai pris les médicaments pourtant, donc on verra bien. Bon, il est 8h30 du mat. Voilà, j'ai décidé de redescendre un petit peu dans le village parce qu'il fait un temps catastrophique. Il y a un espèce de brouillard humide qui est insupportable, non seulement qui est très très froid, et puis surtout qui permet de rien faire. Dès que vous sortez quoi que ce soit, c'est tout mouillé immédiatement. Donc impossible de faire une lessive, impossible de se laver, impossible de faire la vaisselle. Vous lavez un truc, 2 secondes après vous revenez, il est trempé. Donc voilà, donc c'est pas possible. Donc j'ai décidé de tout remballer. Là on est sur un petit chemin d'accès et le problème c'est que
je sais pas si vous voyez au loin là, ici, je vais essayer de zoomer, là vous voyez pas, mais au fond il y a un bus, il est coincé. Il peut pas passer, il est coincé dans la boue, comme moi tout à l'heure, donc j'attends qu'il puisse se décoincer. Les aléas des petits chemins. Obligé de leur filer un coup de main, parce que sinon on est encore là demain. Comme vous avez pu, la pierre est coincée entre le vide en fait et le truc, sauf qu'elle est trop lourde, on n'arrive pas à la soulever. Mais on est même à 10 bonhommes. Donc on va leur filer un coup de main, on va chercher la masse dans la voiture, et on va essayer de péter le bout de la pierre qui nous emmerde. Il y a des gars qui sont allés chercher d'autres masses, et puis on va essayer à plusieurs de tout casser. Au bout de 3/4 d'heure, on arrive enfin à débloquer la situation et à casser la pierre pour que le camion puisse passer. Le camion passe, je prends mon téléphone et je me rends compte que je me suis trompé de chemin, qu'il fallait que je bifurque un tout petit peu avant. J'ai attendu 3/4 d'heure pour rien. Bon, décidément, aujourd'hui, c'est la merde. Hein. Bah là, je suis pas sûr qu'on puisse passer parce que les pierres, elles sont quand même assez grosses. Donc je suis pas sûr que le 4x4 il puisse passer. Alors, je sais pas, je vais voir. Après avoir dégagé pas mal de pierres, on a pu passer. Mais alors, quelle aventure aujourd'hui! On a que des problèmes. Hein. Bon, on vient d'arriver sur le campement. Donc là, le Coléos est parqué, on va pouvoir ouvrir la tente. Le problème, c'est que le chemin était vraiment chaotique. Et que du coup on a forcé un petit peu sur l'embrayage, et comme on est lourd puisqu'on a 60, on a 80, plus de 80 litres d'eau là, ça a forcé un petit peu sur l'embrayage, ça sent un petit peu l'embrayage, donc on va le laisser reposer, ça va lui faire du bien. En plus le guide, j'ai appris ce matin, nous a lâché, donc il va falloir que je trouve un autre guide toute la journée, il faut que je fasse ma lessive, il faut que je fasse plein de choses, du rangement, donc voilà, ça va être un peu long, je sens que cette journée va être mouvementée, mais la vue, je vous montre, c'est un truc de fou. Comme vous pouvez le constater, donc, le trajet a été extrêmement long, extrêmement dur, puisqu'il a duré 4 jours, alors j'avais prévu de le faire en 3 jours, mais ça a été extrêmement long. Alors déjà par le détour au départ, où les militaires m'ont dit non, vous faites demi-tour, à la dernière partie, en fait, les 250 derniers kilomètres, qui ont pris 2 jours à eux seuls. La première journée, j'ai pu faire que 120 km tellement c'était pourri. Mais quand je vous dis pourri, c'est pourri. C'est-à-dire que j'ai pris les cailloux, les glissements de terrain, de la boue incroyable, à tel point que quand j'avançais vite, je tournais un quart de volant pour que le Coléos il aille droit, il est parti dans tous les sens. Voilà, des trous abominables partout, des ponts, tu te demandes comment ça tient. Enfin bref, ça a été une véritable expédition. Alors pour le coup, j'ai pu voir plein de choses, des paysages, comme vous pouvez le constater sur les vidéos d'avant, c'était très joli. Mais par contre, voilà, c'était une véritable expédition. Je suis assez content de la tenue du Coléos, puisqu'il a bien tenu. Il s'est vraiment bien démerdé. Alors j'avais fait le choix de partir sans eau exprès, pour pas être trop lourd, pour enlever déjà 80-90 kg. J'ai bien fait. Il y a des moments donnés où c'était quand même assez compliqué de passer, et comme c'est le 4x4 automatique, il faut prendre un peu d'élan pour y aller. Faut pas hésiter. Mais on a pu passer partout, même des fois dans un gros trou, le gros trou que vous avez pu voir hier, où là j'ai serré vraiment les fesses, parce que je me suis dit, je sais pas si je vais arriver à passer, mais c'est passé. Donc voilà, donc je suis assez content. Maintenant on est dans les Andes et on se prépare là notamment à l'acclimatation. J'ai prévu à peu près 48 heures, parce que c'est vraiment que c'est assez compliqué quand même de respirer. Le moindre effort, le fait de replier simplement la tente de toit, il faut un peu de temps pour reprendre sa respiration, c'est assez compliqué. Là on est à 3800 mètres, hier on a dormi à 4000 mètres. Donc là on va rester là pendant 2 jours, histoire de bien s'acclimater, et puis après on ira grimper derrière moi. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est dans les nuages, mais on va aller grimper là-haut, soit la Laguna Grande, soit le Pan de Açúcar. Je ne sais pas pour l'instant, ça dépend des guides, et c'est très compliqué à trouver un guide ici, alors que c'est ultra touristique. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais l'une ou l'autre, de toute façon, ce sont les 2 plus belles randos, et qui font partie des 2 plus beaux, qui font partie en tout cas des plus beaux treks du monde. Donc on va essayer, on va aller voir ça. Est-ce que ça a été survendu comme les Caraïbes ou pas? Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. On se laisse pas abattre, on se fait des crêpes bien cuites grâce au réchaud à essence. On se fait des petites lessives et on se met tout bien sur le campement. Et puis bien sûr, on cherche à se faire des potes parce qu'on connaît personne. Alors on s'est fait pote avec Malo, le chien du propriétaire, et puis avec des petits animaux surprises, des petits lapins.
Bon, on est jeudi, il est 6h30 du mat. On part avec Ségou. On va grimper au sommet du Pan des Soukars, à 5000 mètres d'altitude. On a pris l'arme atomique, thé au coca, Diamox. Et puis voilà, on est prêt, bien habillé, bien au chaud. Et puis c'est parti. Juste une aparté sur ces 3 fleurs que vous avez vues. La première, c'est belle fleur jaune, ça s'appelle les sénéciaux. C'est une fleur qui est spécifique du paramo. Paramo, en fait, c'est le biotope de très haute altitude dans des climats tropicaux qu'on trouve spécialement en Colombie. Et puis la grosse plante que vous avez vue, donc le frangilán, qui est une grosse plante, si vous voulez, qui est typique d'Amérique du Sud. Ça, c'est une plante qu'on trouve qu'entre 3500 et 4500 mètres d'altitude, qu'on trouve que dans 4 pays. La Colombie évidemment, puisque c'est là où on trouve 50% de ces plantes-là au niveau mondial. Sinon on en trouve un petit peu au Venezuela, au Pérou et en Équateur. Et le petit que vous avez vu en dernier, c'est celui qui n'existe absolument qu'en Colombie. On peut le voir qu'ici. Ces plantes sont assez spécifiques parce que dans le paramo, elles récoltent l'eau des glaciers et en fait quand les glaciers fondent, elles stockent l'eau. Elles permettent de le restituer finalement à la nature toute l'année, en fait. Et à partir du moment où les glaciers tropicaux seront morts, il n'y en aura plus, avec le réchauffement climatique, on sait que ça va arriver d'ici quelques années, et ces espèces-là vont mourir et vont faire mourir tout le reste. Donc ça va devenir des zones totalement vides, de désert, de montagne, en fait, à partir du moment où on sera mort. Petite caractéristique, quand on touche les feuilles, c'est d'une douceur, mais c'est incroyable. Reste encore 1 heure de marche, c'est la dernière partie donc c'est la plus raide. Pour vous donner un exemple, ceux qui ont l'habitude de faire de la rando, les 1000 derniers mètres se font en 2 heures d'altitude, donc 1000 mètres de dénivelé pour 2 heures de marche. Donc je peux vous dire que ça grimpe sévère. En plus on n'est pas du tout aidé, on prend la pluie, le vent, ce qui fait que c'est absolument glacial. Il fait à peu près 3-4 degrés ici, mais avec l'humidité ça équivaut franchement à moins 10 chez nous. Donc vraiment on se pèle le cul, j'ai les pieds trempés, le chemin il est pourri, c'est que des pierres glissantes, de la boue, des pierres qui roulent, donc ça demande plus d'effort parce qu'il faut plus d'appui. Même avec les bâtons ça suffit pas, et puis le manque d'oxygène se fait quand même bien ressentir. Donc c'est vraiment difficile, le temps est vraiment pas avec nous, donc j'espère que là on verra quelque chose parce que sinon je serais vraiment dégoûté. C'est d'une souffrance terrible. J'ai le poumon gauche qui me fait un mal de chien. Donc on est redescendu en catastrophe. On est arrivé à presque 4800 mètres. On est redescendu en catastrophe parce que je pouvais plus avancer. J'avais trop mal au poumon. Et puis là, j'essaie de reprendre difficilement ma respiration. D'avoir moins mal, on est redescendu à 4004, là, chose comme ça. Et évidemment, la pluie qui vient nous faire chier comme d'habitude. Cette journée, franchement, je n'en peux plus. Il me reste encore 4 heures de rando pour rentrer. Ça va être extrêmement long.
Bon, c'est la fin de cette rando. On aura marché 9h30. 9h30, probablement 5h, 5h30 de pluie, de vent. Et puis voilà, puis là c'est le moment d'arrêter. Donc le guide il va chercher la moto parce que la dernière partie, avant d'arriver aux gardes en fait, c'est une montée mais de dingue. Et là mon dos il peut plus. Donc il va chercher la moto, il vient me chercher et puis on repart et il me redépose à la voiture. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop pour pas s'endommager pour la suite du voyage. Donc voilà, là il est temps de rentrer à la maison et de retrouver la voiture. Bon, après avoir fait encore une heure, plus d'une heure de 4x4, parce qu'on m'a dit oui, oui, mais tu passes par la route, c'est facile. En fait, la route, c'est un sentier pour nous, un sentier euh, de chasseurs, quoi. Donc non, non, c'était encore long et compliqué en voiture. On me touchait plusieurs fois que le coléos d'ailleurs. Je suis enfin arrivé dans un hôtel qui tient à peu près la route sans y mettre une fortune, puisque El Cocuy c'est très cher parce qu'il y a beaucoup de touristes. Donc là ça va, je suis content, je vais enfin pouvoir aller prendre une douche. Ça fait 2 jours que j'ai pas pu prendre une douche. Tellement il pleut, je ne peux rien faire avec mon 4x4. Donc là je suis content, je vais pouvoir aller simplement prendre une douche, manger et dormir. Vous l'aurez compris, cette journée a été extrêmement éprouvante, surtout physiquement, entre la randonnée qui est déjà classée comme difficile par l'effort que ça demande, plus le manque d'oxygène qui était vraiment, vraiment soutenable, plus la douleur morale, parce que le temps m'a été terrible avec nous. Voilà, ça a vraiment été très compliqué, tout ça pour en plus ne rien voir là-haut. On a été plongé dans un épais brouillard et dans la pluie sans arrêt. Donc j'avais un peu les boules d'avoir fait autant de kilomètres, d'avoir passé autant de temps en altitude, d'avoir pris autant de médicaments, d'avoir marché aussi longtemps pour finalement ne rien voir. Donc je suis un peu dégoûté. Difficile pour moi de donner un avis objectif sur cette randonnée. Mais en tout cas, voilà. Je suis vraiment dégoûté et ça m'a mis un bon coup au moral quand même. Cette histoire parce que ça me coûte quand même un peu de sous d'aller faire cette randonnée-là pour pas grand-chose. Donc voilà. Sinon, la bonne nouvelle, c'est plus de peur que de mal. Finalement, c'était pas le poumon qui m'embêtait jusqu'au bout, c'était mon dos. J'avais une grosse douleur au dos en fait, en force de porter le sac et de me tenir comme ça, crispé à cause du froid et par les nuits passées et par la rando, ce qui fait que ça m'a bloqué le dos en fait, et je n'arrivais même plus à bouger quoi. Et puis pour ceux qui me connaissent par exemple, j'ai jamais pu arriver à manger mon repas le midi tellement la douleur était intense. Donc ceux qui me connaissent, ils savent très bien que si j'arrive pas à bouffer le midi, c'est vraiment que j'avais mal. Donc voilà pour cette journée, voilà pour cette semaine. Maintenant, place tips et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures dans les Andes et en Colombie. Allez, c'est parti pour la rubrique tips, les petites astuces quand on vient en Colombie que je peux noter au quotidien. La semaine dernière, j'ai pas pu vous en donner parce que je les avais pas notés. Cette fois-ci, je me rattrape, je vous en ai mis carrément 4. La première des choses, et là je pense que je vais rendre jaloux beaucoup de gens, le prix du carburant. C'est simple, dans le Coléos, j'ai 60 litres dans le réservoir. Ça me fait à peu près 120 000 pesos le plein de diesel, ce qui représente à peu près 25 € le plein de diesel. Donc c'est sûr qu'ici, le carburant, ça coûte pas cher, et ça c'est un bon point, parce qu'ici, le pays fait 3 fois la France, donc je peux vous dire qu'en plein, ça y va. Un autre tips qui est pas mal, c'est au niveau de la discussion avec les gens. Quand vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez ou que la personne vous a menti, etc., n'hésitez pas à vous énerver un petit peu, à montrer que vous n'êtes pas content, mais vraiment pas content. C'est-à-dire qu'il y a vraiment montré avec les mains, avec les gestes, avec l'expression du visage. Les Colombiens ont horreur de ça. Donc dès que vous vous énervez un peu, tout de suite, hop, 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 ils se mettent en retrait. Et oui, oui, d'accord, machin, compagnie. Donc vous obtenez finalement le prix qu'on vous avait dit ou
ou ce que vous venez chercher, etc. Donc ça marche assez bien, j'ai trouvé. Au début, je le faisais pas trop parce que je me disais, je suis pas chez moi, on est quand même en Colombie, un pays qui est dangereux, on sait jamais. Finalement, ça marche assez facilement et ça marche assez bien. Donc ça, c'était le deuxième tips. Le troisième tips, j'avais noté, ici en Colombie, il n'y a pas d'eau chaude, en fait. Personne n'a d'eau chaude. Alors, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont comme ça, mais je suis surpris qu'en Colombie, je m'attendais à ça au Pérou, en Bolivie, au Pérou, mais en Colombie, non. En fait, ils n'ont pas d'eau chaude. Donc, dans les Caraïbes, quand il fait 30 degrés, ça va. Mais là, dans les Andes, quand il fait 0 degré le matin, ça va pas du tout, en fait. Donc, heureusement. J'ai mon Coléos avec mon système d'eau chaude que je vous montrerai dans une autre vidéo. J'ai pu prendre des douches chaudes. Heureusement que j'ai ça. Et puis sinon, vous avez pu voir l'aménagement des douches pour essayer d'avoir de l'eau chaude. C'est assez drôle quand même à voir. Et puis le quatrième point, là aussi je vais rendre jaloux les fumeurs, c'est au niveau des cigarettes. Il n'y a pas de bureau de tabac en Colombie. Avant, il y avait beaucoup de pubs, comme aux États-Unis. Depuis, il y a une véritable volonté du gouvernement que les gens ne fument pas. Et en fait, il y a peu de gens qui fument. Et en fait, vous les trouvez dans ce qu'ils appellent des tiendas. C'est des petites épiceries, quoi. Et en fait, c'est caché, donc vous ne les voyez pas. Donc c'est assez compliqué à trouver quand même. Ils n'ont pas toujours la marque de cigarette que vous fumez. Marlboro rouge, ça va, j'arrive à en trouver. Mais par exemple, si vous commencez à fumer des Chesterfield sans filtre, à menthol, oubliez, ça n'existe pas ici. Donc voilà, ici on reste sur du simple, même les Lucky Strike c'est compliqué à trouver, et puis ils ont des Lucky spéciales avec des filtres à moitié ouverts, enfin bref c'est dégueulasse. Donc voilà, mais c'est surtout le prix du tabac qui est intéressant. Les Colombiens m'expliquaient qu'avant, quand il n'y avait pas cette volonté-là, le paquet club coûtait bien 50 centimes d'euros. Donc ça valait même le coup de faire le trajet, d'en mettre 15 dans sa valise, et vous repartiez, vous les revendez en France, ça vous payez le trajet. Comme il y a cette volonté, en fait, ils ont largement monté les prix. On est à 2,50 € le paquet de Marlboro. Donc 2,50 € pour les Colombiens, ça fait quand même des sous. Donc du coup, on trouve quand même assez peu de gens qui fument. Voilà, c'était pour la petite partie tips. On se retrouve la semaine prochaine. On a aussi un grand parcours à faire puisqu'on va rejoindre petit à petit, en faisant de ville en ville, on va faire plusieurs passages et on va directement aller dans la cité du fameux Pablo Escobar. On va directement à Medellín. À la semaine prochaine, je vous fais des bisous.